Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette table ronde spéciale Patrimonia 2024 consacrée à Pécan avec notre invité Sasan Golshani. Bonjour Sasan. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement de Pécan, merci d'être avec nous. Alors ensemble, on va voir quels sont les atouts de votre offre qui a pour ambition de démocratiser le private equity, avec quelles solutions, quelle stratégie dans le marché actuel. Et on va voir ça avec nos deux experts qui vont vous interroger. Ève-Marie Dion, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes fondatrice d'EMD Patrimoine et bonjour Eric Couder. Bonjour Vincent. Président de la financière de la Seine. Merci aussi à tous les deux d'être avec nous. Alors, Sasan, avant d'entrer dans le vif du sujet, petit mot de présentation de Pécan, mais vraiment en 30 secondes. Pécan est une société de gestion spécialisée dans l'accès aux opportunités du private equity de nature institutionnelle à destination des investisseurs privés par le biais des conseillers en gestion de patrimoine bien représentés autour ici de cette table. Et qui ont plein de questions pour vous, effectivement. C'est vous, Ève-Marie, qui ouvrez le feu. Bonjour. Donc vous souhaitez effectivement démocratiser le private equity auprès de distributeurs comme les CGP ou les family officers. Par quel biais voulez-vous vous y prendre? Et d'abord, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de vouloir absolument démocratiser le private equity? Je vais répondre par la deuxième question. Comment fait-on? En réalité, nous, on fait 4 choses chez Pécan. On sélectionne des opportunités d'investissement pour vous permettre de trouver les solutions les plus adaptées aux besoins de vos clients. Ensuite, on va loger ces opportunités à l'intérieur de véhicules qui sont conçus et gérés par Pécan. Enfin, on va digitaliser le process de souscription et le mettre à votre disposition et travailler main dans la main avec les professionnels du patrimoine. En réalité, c'est ce qui va permettre la démocratisation parce que cette démocratisation va aller de pair avec la pédagogie qui est indispensable à la compréhension du private equity, qui a des risques spécifiques, qui a des performances aussi spécifiques qui ne sont évidemment pas garanties, mais il faut présenter tous ces éléments-là. Eric Couder, votre question. Pour faire la suite à cette intervention, c'est que le private equity, c'est justement démocratisé dans un contexte d'argent peu cher. Mais aujourd'hui, est-ce toujours le moment d'investir? Alors, on a toujours fait du private equity depuis plus de 50 ans et on continuera à en faire. Ce que je veux dire par là, c'est pas trop une habitude française, hein, mais bon, voilà. C'est vrai, ouais. Mais le private equity a été pratiqué dans un contexte de taux d'intérêt élevé, dans un contexte de taux d'intérêt plus bas. Et de nouveau, les taux ont remonté, même s'ils sont en train de redescendre. Ce que je veux dire par là, c'est que la création de valeur en private equity n'est pas du seul fait de l'effet de levier que l'on met en place lorsqu'on fait une opération de capital transmission. Effectivement, si l'argent est facile et peu cher, dans ce cas-là, effectivement, vous avez une création de valeur par ce biais-là. En revanche, vous devez être avec des gérants qui sont capables de changer l'entreprise dans laquelle elles vont investir pour mettre en place des processus opérationnels qui elles-mêmes vont être créatrices de valeur. Donc oui, mais il faut s'entourer des bons gérants. Et peut-être en un mot, la dispersion de performance dans le private equity est très importante. C'est-à-dire que les meilleurs gérants, ceux du premier quartile, font plus de 20% de performance. Et dans le deuxième quartile, on tombe tout de suite à 12%. Donc c'est là où c'est important de pouvoir sélectionner ces gérants dans des contextes qui, par nature, sont changeants. Ève-Marie, votre question. Aujourd'hui, on peut constater qu'il y a une offre très large et parfois nouvelle sur le marché. Vous, quelle est votre spécificité et aussi quelle est votre légitimité sur le secteur du private equity? Alors, notre légitimité, c'est d'avoir une équipe de gestion qui va en permanence rencontrer les GP, c'est-à-dire les gérants de private equity, à travers un processus de due diligence pour nous permettre de sélectionner ce que l'on considère être les meilleurs. Ça, c'est un premier point. Ensuite, nous, en réalité, le maître mot de notre proposition de valeur, c'est, Ève-Marie, la diversification. Et je sais que ça va parler aux professionnels du patrimoine que vous êtes, puisque à travers Pécan Conviction 23, qui est notre programme de fonds, vous avez de la diversification auprès de plusieurs gérants sur le LBO. Et à travers un feeder qui s'appelle Cadre Technologies 5 by Pécan, on vous offre cette même diversification, mais auprès de gérants spécialisés dans le venture, capital innovation et le growth, capital croissance. Donc,
pour répondre précisément à la question, c'est la diversification qui, à mon avis, va de pair avec vos besoins en matière de gestion de patrimoine. Eric. Après le sujet des taux, la liquidité. Donc, comment assurer le délai de détention lorsqu'il n'est pas toujours facile aujourd'hui de sortir de ses positions? On s'engage pour combien de temps quand on est épargnant? 8 ans. On s'engage pour, ça dépend, en secondaire un peu moins longtemps qu'en primaire. Quand on est en fonds de fonds sur des secteurs spécifiques, ça peut être encore plus long. En réalité, l'illiquidité, le blocage des fonds est aussi une des conditions de l'explication de la surperformance du private equity par rapport aux autres classes d'actifs. Donc, ça va de pair avec cet investissement. Et donc, je reviens à chaque fois sur les risques, le risque de perte en capital, le risque de change, mais il y a aussi cette illiquidité qui fait partie effectivement du private equity qu'il ne faut pas négliger. Pas de fonds evergreen chez Pécan? Alors, à ce jour, nous n'avons pas de fonds evergreen puisque nous avons essayé de créer des véhicules de qualité institutionnelle, mais adaptés aux contraintes des investisseurs privés. C'est-à-dire, c'est des appels successifs avec des actifs instit, mais en appels successifs gérés par notre plateforme digitale. Mais en réalité, le placement préféré des Français étant l'assurance vie, il faut avoir des produits à terme qui soient éligibles en tant qu'unité de compte auprès des assureurs français. Bien évidemment, nous réfléchissons à avoir un produit éligible et le format Evergreen est un format qui est plébiscité par les assureurs pour permettre aux épargnants français d'avoir accès à cette classe d'actifs. Voilà. Mais ça influera aussi sur ce que l'on attend en termes de performance. Eric, je vous laisse poursuivre. Alors, pour la partie fonds de fonds, comment sont traités les appels de fonds? Parce que vous collectez en une fois, ce qui d'ailleurs simplifie pour l'épargnant la souscription. Mais comment donc vous gérez ces appels de fonds, ce qu'on appelle les commitments? Quel est l'impact de Pécan dans les différents fonds dans lesquels vous investissez? Alors, en réalité, c'est un véhicule de classe institutionnelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander tout de suite l'argent par rapport à l'engagement du client, parce que sinon le TRI sera excessivement bas. L'argent, on le prend quand on l'investit. Et comme on est dans un fonds de fonds, on va appeler lorsque les fonds qu'on a sélectionnés eux-mêmes nous appellent. En revanche, pour donner un peu plus de lisibilité, on a donné un tableau prévisionnel d'appels qui fait que grosso modo, aujourd'hui, on est quasiment à la fin de la période de commercialisation de Conviction 23. Donc, si vous avez un client qui rentre, il est appelé à 60%. C'est jusqu'à la fin de l'année. Hein. C'est jusqu'à la fin de l'année. Donc, un client qui rentrerait maintenant, il est appelé à 60% pour bénéficier déjà des 6 actifs qui existent à l'intérieur de ce programme. Et on l'appellera 10%. À la fois au mois de mars 25, septembre 25, mars 26, septembre 26, parce que s'il y a des distributions potentielles, elles seraient susceptibles d'être envoyées à l'investisseur en 2027. Eve-Marie. Quels sont les points de convergence et les idées communes qu'il peut y avoir entre des fonds qui ont d'ores et déjà été fermés et le fonds Conviction 2023? Alors, Conviction 23, c'est un accès que je considère être privilégié à des fonds de qualité institutionnelle, multigestionnaires, puisque donc vous avez... Le ticket d'entrée est bas, il est de 10 000 euros. Ah oui. Mais on a des souscripteurs à 100 000 et je suis très heureux, et je peux le dire ici, puisqu'on a gagné un appel d'offres avec un professionnel du patrimoine pour un ticket à 500 000 euros et on était face à une banque privée. Donc voilà, c'est montrer la qualité de ces actifs institutionnels sous-jacents de 10 000 à 500 000 euros. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'accessibilité. Le deuxième point, je l'ai dit en introduction, c'est la diversification. Donc peu de corrélation entre des clients qui voudraient souscrire au nouveau millésime alors qu'ils ont déjà été investis dans les anciens millésimes. C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a peu de convergence? Alors, je vais me livrer à un exercice de mémoire et on va voir si je ne me trompe pas. Dans le premier millésime, vous avez 10 investissements, 10 gérants. C'est Ardian, LGT, Norholding, Adagia, Cadry Secondaire, Bex Fund 5, Proval Invest. Quelle mémoire.
Verto, Archimède et Columna Capital. Et avec une pondération de 1 dixième chacun à peu près. On est 60% au fonds primaire, c'est les premiers que je vous ai cités, 20% fonds secondaires et enfin 20% de co-investissement. Très bien. Et Eve-Marie, dans le second millésime, vous avez Kinsight Novasis, Sagard New Gen, Turenne, Verto et en secondaire, vous avez Portfolio Advisors, un spécialiste du GP-led américain, et Bex Fund 5. Donc vous voyez que sur ces 16 investissements, il n'y a pas de redondance dans l'actif. Eric, une toute dernière question, il nous reste 1 minute environ. Alors, quand on dit fonds de fonds, on pense tout de suite cumul de frais. Qu'en est-il réellement chez Pécan? Transparence et vérité. En russe, on appelait ça glasnost et perestroïka. Ah oui, c'est vrai. C'est Pour pas les à la plus mode en ce anciens. moment. Hein. Et donc, cette transparence, c'est déjà dire ce que l'on prend. Et donc, je considère que nous, on a une politique assez raisonnable en termes de frais, puisque pour un ticket à 100 000 €, les frais du FCPR sont de 1,65 de frais de gestion. Voilà. Mais à cela, bien évidemment, comme vous le disiez très justement, il faut regarder les frais des sous-jacents. Et nous, on a calculé la moyenne des frais sous-jacents, c'est-à-dire la moyenne de Kinsight Novasis, de Sagard New Gen, de nos futurs co-investissements. Et ça, c'est 1,4%. Donc, ce qu'on peut dire à un client, c'est qu'il accède à un portefeuille de qualité institutionnelle avec du conseil à partir de 3% TFAM. Eh bien, c'est sur cet exercice de transparence et de vérité, hein, vous disiez, que s'achève cette interview. Merci beaucoup, Sassan Golshani, directeur du développement de Pécan. Et merci à tous les deux, Eve-Marie Dion et Eric Couder, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Merci. Et à très bientôt pour une nouvelle émission depuis Patrimonia 2024.